Bon, mais bonjour à tous. Merci d'être. Alors, merci à Fabienne et Julie d'être présentes sur scène. Aujourd'hui, en fait, alors je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Florent. Je suis le directeur d'un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans les freelances et les indépendants, qui s'appelle Pépite et qui est à Nice, et qui a une approche semi-digitale, c'est-à-dire qu'on a à la fois une équipe présente sur Nice et on échange avec nos clients via des applications mobiles, via des interfaces web, pour changer un petit finalement la manière de travailler du cabinet d'expertise comptable et répondre aux enjeux de mobilité de demain Mhm. et d'aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est dans ce cadre-là en fait que je suis là. Ça fait pas mal d'années que j'accompagne les entrepreneurs et on a souvent une question qui revient, surtout au moment de la création de son entreprise. Euh, Hop, alors, attendez, Mélodie. Ok, Mélodie, elle explique juste. Bon. Il y a une question qui revient toujours au moment de la création et qui se pose dans la tête des gens sur leur parcours d'entrepreneur, qui est celle du statut juridique. Alors plutôt que vous donner une conférence dont on a l'habitude, où on redescend le fonctionnement de chacun des statuts juridiques, moi j'avais envie aujourd'hui de vous donner quelques histoires. Euh, Trois histoires que j'ai croisées et des personnes que j'accompagne encore aujourd'hui. Et j'ai trouvé en fait que ces personnes-là avaient eu une approche différente de l'approche classique qui est de dire bon ben, avec quel statut est-ce que je vais avoir le plus d'argent dans ma poche, qui ont eu des approches finalement plus proches enfin, qui ont mis leurs valeurs, qui ont utilisé le statut juridique pour répondre à des peurs, pour répondre finalement à du vécu ou à des souhaits de vie. Et je trouvais ça plus inspirant et je vais essayer d'y mettre à l'intérieur un petit peu de technique pour expliquer pourquoi ces choix, pourquoi ces personnes-là sont allées vers tel statut ou vers tel autre pour servir en fait leur souhait de développement. Et puis j'espère que ça vous inspirera un petit peu. Alors la première histoire, elle vient de donc là c'est l'histoire de trois personnes qui travaillaient ensemble en tant que salariés dans la même boîte. Ces trois personnes, c'est un fils, une personne adoptée et le père. Donc le père qui avait environ 55 ans, proche de la retraite, un salaire plutôt confortable et qui du coup coûte cher à l'entreprise. L'entreprise a quelques difficultés et finalement licencie le père mais pas les fils. Bon, histoire déplorable mais classique dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et le père a dit bon bah ok, bah, je vais retrouver un boulot. Et en fait, dans son secteur d'activité, était plutôt compliqué de retrouver un boulot. Et au bout de 2, 3 mois, ils ont commencé à se poser des questions. Et ces trois personnes avaient un réel savoir-faire et savaient travailler ensemble. Et en plus, elles vivaient ensemble. Et ils ont pris conscience qu'en fait, le père ne retrouverait pas forcément de boulot s'il bougeait pas, s'il changeait pas de région ou autre. Et c'est des personnes qui sont très attachées à ici Mhm. et qui du coup ont décidé ensemble de créer une nouvelle structure pour avoir leur savoir-faire et pouvoir recréer à nouveau un, un boulot à leur père. Donc là, on a des valeurs familiales fortes au milieu de tout ça. Et là, on peut me dire, mais quel statut juridique on prend pour fonctionner comme ça? Alors là, on est trois. Donc cette fois-ci, on doit aller sur un format de société si on a envie de s'associer, ce qui était leur cas. Et eux, leur objectif, il était double. Le père, lui, ce qu'il voulait, c'était pouvoir laisser quelque chose de tangible et de viable à ses fils. Et les enfants, eux, ce qu'ils voulaient, c'était que leur père puisse travailler et qu'il puisse aller jusqu'à la retraite. Et ensuite, ce dernier puisse avoir une retraite convenable parce qu'il a bossé toute sa vie et qu'il les a élevés, etc. Du coup, eux, ils sont partis sur un format de société qui est un format de SAS qui leur a permis d'avoir
chacun une fiche de paye et surtout de pouvoir moduler leurs revenus en fonction de leurs souhaits. Donc là, on arrive sur une SAS avec un président, deux directeurs généraux, donc les fils, qui produisent beaucoup de valeur en fait au sein de la structure, mais qui ont la capacité à avoir une rémunération un peu plus basse pour pouvoir permettre au papa d'avoir une rémunération plus haute, de cotiser plus à sa retraite et d'arriver jusqu'à la retraite finalement sans trop de soucis, et ils l'ont accompagné jusque-là. Voilà, je ne sais pas si ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est quand même une belle histoire et qu'en fait ils auraient pu choisir d'autres statuts. Et ces autres statuts n'auraient pas forcément aussi bien protégé le papa et aussi bien amené le papa jusqu'à la retraite, jusqu'à sa retraite et dans de très bonnes conditions. Là, il lui reste 2 ans. Et après, il sera enfin retraité et ils auront transformé en fait cette perte d'emploi initiale qui était quand même une mauvaise nouvelle en une belle aventure familiale. C'est-à-dire qu'ils avaient quel statut avant? Hein, avant, ils étaient salariés, les trois. D'accord. Non, salariés de leur société. Non, d'une société autre. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou autres sur cette histoire-là? Euh, Non? Ok. Alors cette fois-ci, la deuxième, elle est, j'en ai trois, j'en ai prévu trois. La deuxième, elle est un peu différente. Cette fois-ci, c'est deux personnes qui sont arrivées dans mon bureau un soir vers 18h30, sans rendez-vous ni rien, un petit peu affolées. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est des personnes qui n'avaient pas d'argent pour se lancer, qui avaient une forte envie de se lancer, qui avaient senti un créneau et qui avaient fortement envie de s'en sortir. Cette fois-ci, des gens qui ont souffert du manque d'argent pendant un certain temps, qui, même âgés, ont dû retourner chez leurs parents, une histoire pas rigolote, et qui viennent un jour au cabinet, un soir, voulant créer une boîte. Donc des gens qui ont été fortement marqués finalement par un manque de sécurité. Et des gens qui s'aiment très fort, c'est un couple. Mais qui à l'époque-là voulaient se marier, mais voulaient un beau mariage, voulaient se marier et n'avaient pas, en fait, entre guillemets, l'argent pour pouvoir le faire. Ce qui est quelque chose de quand même dommage. Et en fait, ils ont utilisé cette fois-ci, encore une fois, le statut juridique pour deux choses. La première, alors c'est des gens on est sur des commerçants mais cette fois-ci. Ils ont vécu leur association un petit peu comme un premier mariage. Donc c'était plutôt intéressant au moment où je leur ai fait signer leur statut parce que c'était presque comme passer une bague au doigt. Ils sont partis en week-end dans l'arrière-pays juste après. Donc ils ont scellé une première union au moment où ils se sont associés. Donc c'était plutôt rigolo. Et ensuite, ils ont créé leur business est florissant, leur business marche. Et en fait, ce qu'ils font aujourd'hui, parce qu'ils ont eu peur à un moment donné de leur vie, c'est la discussion qu'on a aujourd'hui. On a eu un manque de sécurité à un moment et ça nous a vraiment marqué. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. Aujourd'hui, à chaque boutique qu'ils ouvrent, ils vont créer une nouvelle structure. Alors, vous allez me dire, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on crée des mini-structures? Vous, le comptable, vous êtes content, ça vous fait plein de sociétés à gérer, mais en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on crée une structure et qu'on investit de l'argent, à ce moment-là, on prend du risque. On s'endette à nouveau quand on ouvre une autre structure. Mais on n'est pas certain que cette structure, même si le modèle a marché ailleurs, va marcher à cet endroit-là. Et du coup, en ouvrant une nouvelle structure, on va protéger celle qui marche, leur bébé, comme ils l'appellent, du nouveau risque qu'ils prennent à côté. Donc là, dans leur cas à eux, on est sur une SARL par boutique. Et quand il y a une SARL qui va pas bien, c'est pas grave, parce qu'ils se sentent en sécurité, parce qu'ils ont plusieurs structures qui ne peuvent pas venir se manger les unes avec les autres.
Donc cette fois-ci, il y a deux notions dans cette histoire qui sont plutôt sympas sur le statut juridique. C'est que oui, une association, bah, c'est un petit mariage. Et un associé, ça se choisit pas à la légère. Et un statut juridique, bah, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de sécurité parce que ça cloisonne l'activité d'une boîte par rapport à l'autre. Voilà pour cette histoire-là. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Non, pas pour l'instant. Ok. La troisième histoire, cette fois-ci, elle est plus récente, celle-là. En fait, cette fois-ci, c'est une consultante en gestion de projet informatique qui vient au cabinet et qui me dit bah, Florent, moi, je vais quitter mon boulot parce que ça me plaît plus. Ok. Jusque-là, ça va, c'est quelque chose qui arrive souvent. Mais qu'est-ce qui vous plaît plus? Ah ben, en fait, j'aime pas les interfaces avec les gens. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, ben, je sais faire ça. Je sais faire ce qui ne me plaît pas, en fait. Hein. Et ben, je sais que j'ai un bon TJM, je peux bien me vendre, j'ai un marché, j'ai des clients, etc. Mais je dis, mais je comprends pas. Il y a 2 secondes, vous étiez en train de me dire que c'est pas ce que vous aimiez faire. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Est-ce que vous allez monter une structure pour la fermer dans 6 mois parce que ça vous plaît pas? Enfin, je comprends pas. Elle me dit non. Elle me dit, ça fait 9 ans que je fais ce boulot. Je peux bien encore le faire pendant 1 ou 2 ans. Je comprends pas. Sa discussion, donc on creuse. Et en fait, pour vous donner un peu comment dire, un peu plus de substance, cette personne-là, donc elle a bossé pendant 9 ans. Elle va sortir de son boulot actuel, elle va avoir des droits au chômage. Et en montant une structure, tant qu'on ne se rémunère pas, on peut bénéficier de ces indemnités chômage jusqu'à épuisement de ces derniers. Et donc récupérer l'intégralité de ces sommes-là et développer à côté son activité. Elle, son métier cœur, et c'est son métier de famille en fait, c'est la restauration. Sauf que ben, pour monter un resto, eh ben, encore une fois, il faut une somme. Pour pouvoir racheter un fonds de commerce, quelque chose qui marche, il faut une somme, il faut une somme de départ, il faut aller chercher de l'argent auprès de la banque. Et c'est quelque chose que cette personne-là n'avait pas. Du coup, cette fois-ci, elle a décidé, ok, de se sacrifier encore un petit peu dans le métier qu'il n'aime pas, en ayant un peu plus de liberté cette fois-ci, et de stocker toutes les recettes qu'elle va avoir pendant cette période de chômage, donc elle n'a pas besoin de se payer, hein, pour pouvoir ensuite l'utiliser pour son métier passion. Et aujourd'hui, bah, le seul format qui peut marcher. C'est pas un format d'entreprise individuelle, c'est pas un format de micro-entreprise dans son cas, mais plutôt un format de société. Et c'est-à-dire que dans 2 ans, bon, sous réserve qu'elle ait des clients, hein, on croise les doigts, mais ça devrait aller, d'après ce qu'elle me dit en tout cas. Elle aura assez d'argent pour pouvoir acheter une affaire qu'elle a en vue, avec qui elle a des liens. Et, euh, et du coup, elle ira finalement, enfin, après 11 ans, sur son métier passion. Donc voilà, là, on vient de voir 3 histoires de personnes qui finalement ont utilisé les mécanismes et les statuts juridiques de manière différente et qui n'ont pas forcément cherché un profit immédiat tout de suite et qui ne se sont pas attardés à la rémunération qu'ils allaient pouvoir en tirer immédiatement pour aller vers des buts, je trouve, un peu plus profonds, que ce soit bah, des valeurs de famille, d'entraide, d'amour même, et de sécurité, et finalement de passion. Donc, si je dois conclure, je vais répondre à Muriel après. En fait, si je dois conclure sur ça, c'est qu'en fait, le statut juridique, il faut le considérer comme un moyen, un petit peu comme une paire de chaussures, j'ai envie de dire. Moi, je suis pas du tout à l'aise en talons. Mais, par contre, il y a des personnes qui sont à l'aise et à qui ça plaît et à qui ça va bien. Donc, on a un statut pour chaque projet, un statut pour chaque personne. Et bah, sachez qu'on a des professionnels. Nous, salut chez Pépite, on est là pour vous aider à trouver les bons moyens.
les bonnes ficelles dans tout ce méandre juridique pour que vous ayez les bons outils pour aller vers là où vous avez envie d'aller. Que ce soit, oui, en termes de rémunération, mais pas que, en termes de valeur également. Parce que c'est aussi notre rôle de réfléchir à tout ça. Alors, on a Muriel qui nous dit: comment a-t-elle pu facturer comme consultante en étant au chômage? Quel était son statut juridique? Alors, pour cette dame-là, on est parti sur une SASU. Donc, en fait, c'est la société qui facture, qui encaisse et qui ensuite ne rémunère pas la personne. Donc, qui conserve l'argent. D'ailleurs, Muriel, vous pouvez venir sur scène si vous voulez, si vous avez des questions. Hop, on a Muriel qui arrive. Si ça marche. Bonjour Muriel. Fois deux. Excusez-moi, j'ai... Si on fait comme ça, c'est bon? Alors, vous n'êtes plus là. On va profiter là du temps qu'on a. J'imagine que la matière vous pose peut-être un petit peu question. S'il y a des sujets que vous voulez évoquer ou des clarifications que vous voulez avoir sur certains statuts, Ça marche. ça y est, on vous a. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Mais à ce moment-là, n'hésitez pas. Oui, moi j'aurais une question à poser. Je suis un peu comme la première histoire, sauf que moi c'est pas une histoire de famille, c'est plutôt une histoire de, on va dire, pas très loin de la retraite, mais pas encore tout à fait. Il me reste encore au moins 7 ou 8 ans. Et j'aimerais, en créant mon statut, enfin j'aimerais savoir quel est le statut qui peut ne pas trop me faire baisser tout ce que j'ai pu cumuler avant, quoi, en tant que salarié, en étant indépendant. C'est Alors, pas évident, mais bon. la retraite, si c'est en termes de montant, vous parlez après, la retraite, il faut savoir qu'il y a deux variables. Oui. La première, c'est qu'elle est calculée sur les 25 meilleures années de rémunération. Oui. Okay, ça, c'est le premier point. La deuxième, c'est qu'il faut avoir cotisé pendant un certain temps pour avoir une retraite à taux plein. Tout à fait. Donc, le premier réflexe, moi, que j'ai, c'est qu'il faut, dans un premier temps, un statut qui, avec le chiffre d'affaires que vous avez, vous permet de valider tout le temps. Oui. Et dans un second temps, il y a beaucoup de temps dans mes phrases en ce moment. Dans un second temps, à essayer de trouver la formule qui vous permet si vous considérez que vous n'avez pas réalisé encore vos 25 meilleures années et que vous pouvez encore le faire, à ce moment-là, trouver la formule qui vous permet de cotiser le plus possible pour avoir la retraite la plus élevée possible. Ben, c'est la question que je vous pose justement. Alors, on a finalement deux grands statuts. On a le statut, socialement en tout cas, on a le statut de travailleur non salarié, statut qu'on va avoir quand on est en micro-entreprise, en entreprise individuelle, ou quand on est gérant de URL ou de CRM. Et après, on va avoir un autre statut, qui est un statut d'assimilé salarié qu'on va avoir lorsque l'on est président d'une SAS ou d'une SASU. D'un côté, on a des cotisations sociales qui sont élevées, mais qui sont entre guillemets contenues, et qui varient en fonction des statuts, mais qui sont plutôt contenues quand on est finalement travailleur non salarié. Et de l'autre côté, on a un statut, donc le statut de président, où on est assimilé salarié, où les cotisations sociales sont plutôt élevées. Et mécaniquement, quand on cotise plus, quand on arrive à la retraite, on a plus. La différence, elle se fait réellement sur la partie qu'on cotise à la retraite entre les deux statuts. Par contre, ce qui est intéressant de faire, c'est une analyse cette fois-ci avec un assureur qui va pouvoir vous comparer ce qui est le mieux pour vous. Vous faites un bilan retraite et il va vous dire, soit vous mettez TNS et vous prenez une complémentaire en retraite, donc un contrat en plus sur lequel vous mettez de l'argent tous les mois, et ça vous donnera droit à temps à votre retraite, ou soit vous payez
tant en tant que président de SAS, et ça va vous donner tant de droits. Mais ce que je comprends pas, président de SAS, je peux pas être présidente de SAS si je suis toute seule dans mon entreprise. Si. SASU, pardon, du coup, cette fois-ci. Pardon? À ce moment-là, on n'est pas sur une SAS, on est sur une SASU. Donc ouais. Mais oui, on peut être président d'une SASU en étant seul au sein de sa structure. Ah oui. Ouais. Mhm. D'accord. Oui, une SASU. Oui. Et par contre, le premier point à valider, enfin, avoir ces préoccupations-là, c'est bien. Et le premier point, c'est où j'en suis aujourd'hui, combien est-ce que je vais facturer demain, et combien ça va me permettre derrière de me rémunérer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et après, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a l'enveloppe de rémunération, on va aller chercher le bon statut. D'accord. En ayant en tête que la retraite, c'est vraiment un point important parce qu'il y a des gens qui s'en fichent, hein, mais en fonction des profils des gens. Mais c'est le l'âge surtout. C'est pas vrai. Moi, j'ai des jeunes très inquiets. Ah bon? Oui, Ouais. en plus, ils ne sont pas aidés à l'heure actuelle. Mais effectivement, moi, là, c'est parce qu'il me reste quand même assez peu de temps et que c'est important pour moi de savoir quelle est la meilleure manière de pouvoir avoir suffisamment de trimestres et des cotisations suffisantes, quoi. Terminé. Mais là-dessus, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un bilan en retraite Oui. avec votre assureur Ouais. et de voir avec lui. Mais avant ça, lui, ce qu'il va avoir besoin de savoir, c'est l'enveloppe de rémunération que vous pouvez allouer, Mais ça, je que peux vous pouvez pas vous savoir, allouer. parce que si je crée une entreprise, je ne peux pas savoir. Oui, on va dire que on est dans les suppositions. Exactement, on est dans les hypothèses. Oui. Avant de se lancer, c'est très compliqué d'avoir des certitudes. Oui. Par contre, faire des hypothèses, on peut. Et on ne peut décider que en tout cas, on peut mettre en place une stratégie de rémunération que sur des hypothèses, tant qu'on ne s'est pas lancé et qu'on n'a pas, quand on est en phase de création, en tout cas. Mhm. D'accord. D'accord. Donc, voir avec mon assureur, en fait. Hein. Mais dans un premier temps, il va falloir formuler faut faire le bilan, il faut faire ses hypothèses Oui. et un prévisionnel. Et ensuite, l'assureur peut permettre de donner des montants exacts et de façonner la stratégie de rémunération. D'accord. OK. Parce que lui, en fait, il a les produits derrière en face pour vous dire, ce produit-là va rapporter tant si vous mettez tant d'argent. Mhm. Alors que de notre côté, nous, on va être capable de donner des tendances. Lui, il pourra vous donner de la certitude grâce à un bilan retraite et les produits qu'il a. D'accord. OK, merci. Avec plaisir. Le monde a disparu, là. Bon, ça passe. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, parce que je vous vois, mais je ne me vois plus. Je ne sais pas comment me voir sur l'écran. Et juste Peut-être en bas, non? En bas, vous n'avez pas. en bas, j'étais en double écran. En fait, quand je fais ça, En bas, je il y a suis en des. double. Là, j'ai double. Et puis, je me vois. Vous ne me voyez pas plus, en fait. En fait, là, vous venez de partager votre écran. Donc, vous Ouais, allez cliquer sur un écran. Mais en bas, Alors, il faut cliquer sur le bouton de gauche vidéo. oui, le bouton vidéo au milieu de l'écran en bas. Enfin, le premier bouton au milieu de l'écran. Il y a le bouton micro, il y a le bouton vidéo et écran. Chez moi, il est ouvert, le bouton vidéo. Il n'est pas barré. Enfin, Ah. c'est pas grave. Non, Non. je sais pas, peut-être un problème de. Je sais pas. Juste pour me présenter rapidement, hein, parce que j'ai créé une coopérative d'activité et d'entrepreneurs et je trouve la troisième histoire est intéressante parce que la personne a créé donc une SASU pour pouvoir facturer et ça c'est bien. Mais il y a une autre façon aussi, peut-être que vous connaissez, Florent, c'est la coopérative justement d'activité et d'entrepreneurs qui permet de facturer tout en restant au chômage. Donc, de bénéficier de ces allocations chômage en facturant ses clients et sans avoir à constituer une structure juridique, en fait. Donc, c'est une formule qui est un peu plus souple et plus simple, qui coûte moins cher à la personne qui veut tenter une reconversion ou tenter une expérience professionnelle.
Et du coup, est-ce que là, ça tombe bien que vous soyez là, ça peut intéresser du monde? Comment est-ce que ça fonctionne, alors, du coup, de manière concrète? Alors, c'est donc la coopérative d'activité et d'emploi, qui est le terme officiel, c'est une coopérative. Donc, c'est une structure juridique SCOP. Et nous, elle s'appelle Mosaïca, hein, et nous sommes en SAS. Et l'entrepreneur qui a un projet à porter peut intégrer la coopérative, va signer un contrat qui s'appelle un contrat d'appui au projet d'entreprise, et qui lui permet donc de facturer, d'être considéré vis-à-vis de ses clients comme un vrai entrepreneur, tout en bénéficiant de ses allocations chômage. Parce qu'il n'est pas inscrit lui-même à titre personnel. Donc, il n'est pas inscrit, il n'a pas de SIRET personnel, il n'a pas créé de société, mais il profite de la structure juridique de la coopérative pour pouvoir facturer. Et du coup, les rémunérations, enfin, le paiement des factures arrive dans la coopérative. Voilà. Et sous quelle forme est-ce qu'il peut sortir de la coopérative? Alors, il sort de la coopérative quand il arrête d'être en contrat CAP. Parce que le principe Et du coup, l'argent qu'il a réuni en facturant, Alors, l'argent qu'il a réuni, il le récupère de quelle il le manière? récupère en salaire. Donc, soit il sort du CAP et il veut, par exemple, créer une SASU ou une SAS, ou peu importe, hein, la structure juridique, ou il veut quitter de région, peu importe ce qu'il fait. Donc, il récupère sa trésorerie, entre guillemets, sa cagnotte, sous forme de salaire, et ça sera son premier et dernier bulletin de salaire. Ou alors, il continue dans la coopérative et son contrat devient un contrat salarié. Il devient entrepreneur salarié. Et sa cagnotte lui permet de régler ses premiers salaires. Donc, c'est une autre façon de procéder. Ouais, c'est une autre façon de procéder qui peut être bien, mais je pense pas dans le cas de la troisième personne, parce que cette personne, elle a besoin de trésorerie. Et en fait, si elle sort de la coopérative sous la forme d'un salaire, l'argent qui va sortir va être imputé de cotisation C'est sociale. vrai. Du coup, ça lui diminue le montant de sa trésorerie. Alors que demain, avec sa structure, imaginons qu'elle est facturée pendant 2 ans, elle est facturée 100 000 euros. Elle n'aura qu'à changer l'activité de sa structure et elle aura 100 000 euros à disposition. Donc, pas d'imputation de cotisation sociale sur la structure. C'est vrai. Donc, moi, j'aime bien, nous, on travaille beaucoup avec les couveuses d'entreprises qui fonctionnent un peu comme les coopératives, d'après ce que vous venez de m'expliquer, mais qui n'ont pas le deuxième volet où on transforme les gens où les gens peuvent devenir salariés de la coopérative. Et ce qui est intéressant, c'est les valeurs que ça porte et surtout la facilité d'accès. C'est-à-dire qu'on n'a pas finalement, on n'a pas besoin de capital, on n'a pas besoin de créer une structure. Donc, je trouve ça vraiment pas mal déjà pour tester son activité. Et demain, si on a envie de redevenir salarié, ça peut être intéressant. Et Fabienne, oui, en effet, ça peut être intéressant dans votre cas aussi. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à omettre. Ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et cette fois-ci, on ne crée pas de structure, on en rejoint une. Et ça peut être bien quand on veut tester un projet, par exemple, ou quand on ne sait pas encore si on veut continuer dans cette activité-là. Donc, ça coûte moins cher et puis ça permet peut-être après de créer la structure. Donc, ça dépend effectivement, comme le dit Florent, à la fois de l'état d'esprit de la personne et puis de son projet global. Mhm. Bah, du coup, là, je pense qu'on est bon. On est tous les trois. Donc, Fabienne, si vous avez des questions, et Muriel, n'hésitez pas. On est entre nous, donc on peut. Il y a Julie aussi, a priori. Julie est partie, je crois. Elle dit qu'elle écoute. Elle. En fait, moi, j'ai 3 personnes connectées. D'accord. Oui, 3 personnes. Ah, ben, il y a peut-être Julie, ouais, peut-être 3 en plus de moi. Donc, ça fait, ouais, donc il y a peut-être Julie. Parce que là, Fabienne, vous partez sur quoi, vous en êtes où, là? Je réfléchis, enfin, il faut que je réfléchisse vraiment à l'activité de mon entreprise. Voilà. Je suis sur plusieurs projets en même temps et donc, mais c'est quelque chose que je dois lancer là d'ici la fin de l'année. Donc,
J'ai déjà eu une société, hein, j'ai déjà eu une SARL, donc je sais un petit peu comment le fonctionnement, etc. Donc là, j'en veux plus de SARL, ça c'est sûr. Et donc, je suis en train de peaufiner mon projet, en fait. Voilà. Mais qui sera de toute Ok. façon une société de service, hein. Voilà. Je peux vous donner un numéro, parce que c'est quelque chose que je pense qu'il ne faut pas omettre. Mhm. Euh, vous avez aussi la possibilité de reprendre des entreprises existantes qui fonctionnent déjà. Oui, oui, j'y ai songé, mais oui, oui, pourquoi pas, après tout. Mais bon, oui, pourquoi pas, oui. Donc, je vais vous donner un numéro de quelqu'un qui travaille à la chambre de commerce Oui. et qui voit passer pas mal de projets de transmission d'entreprise. Je vous invite à l'appeler de ma part et j'espère qu'il pourra vous proposer des choses qui peuvent être intéressantes. Mais j'ai surveillé un petit peu, hein, sur le site de la CCI déjà certaines entreprises, mais bon, jusqu'à présent, il n'y avait rien qui m'intéressait. Vous bottez, ouais. Voilà. Alors, bah, c'est Maogan, donc ça c'est son prénom, Maoga2N, Oui, plus loin plus loin mais, MAY, MAY. et son numéro c'est 04 93 Oui, 13 20 45. 20,45. D'accord. Mahogan, hein. Maogan, ouais. D'accord. Du coup, parce que je connais pas ce prénom, c'est masculin. Breton, ouais, c'est un Un garçon. garçon. C'est breton, ouais, Ah, c'est breton, d'accord. Ok, ben j'ai noté. Mais je surveille, hein, régulièrement, mais j'ai rien vu pour l'instant. Moi, je ne vais pas reprendre un commerce. Enfin, je suis pas du tout dans ce truc-là, hein. Pas du tout. Vous êtes dans quel domaine? Bah, moi, alors, j'étais longtemps dans la publicité, Mhm. la publicité presse nationale. Et je me suis reconvertie dans le digital, avec une formation vraiment digitale pure. Et voilà, donc je suis loin du commerce, loin de toutes ces choses-là, quoi. Je suis plutôt dans le Mhm. service. C'est pour ça que je vous explique, je suis plutôt dans le service média. Vraiment, c'est le secteur média. Média dans sa globalité. Ok. Et actuellement, vous êtes en poste? Non, actuellement, justement, je viens de finir ma formation qui a duré quelques mois. Et la seule chose, bon, au départ, j'avais cette idée précise vraiment de travailler dans le digital. Le seul problème, c'est que moi qui ai toujours travaillé avec des clients et en rencontrant beaucoup de monde, je m'aperçois que je ne vais pas pouvoir tenir de travailler 24 sur 24 sur un ordinateur sans voir personne. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, je suis en train de peaufiner le projet parce que je crois que ça me conviendra pas tel que, quoi. J'ai déjà plus ou moins testé et même si ce travail m'intéresse énormément, je voudrais faire un compromis entre les deux. C'est-à-dire, je peux Ouais, vous prêchez un convaincu. pas. Et au bout d'un moment, Moi, j'ai pas pu me résoudre à monter un cabinet en ligne alors que notre marché va en ligne bien sûr. actuellement. Parce que chez nous, on aime trop les gens. Donc, on a besoin de contact, on a besoin d'être à l'extérieur, on a besoin de tout ça. Voilà. Et donc, oui, il faut trouver un compromis. C'est pas simple. Alors, à la limite, comme j'ai fait énormément, puisque j'étais directrice commerciale, directrice de régie, je me disais, pourquoi pas vendre les autres? Je me dirige plus vers ça. Vendre les autres, d'autres spécialistes du numérique et des médias. Voilà. Mhm. Mais en tant que commercial, voilà. Mais je me sens pas travailler sur un ordinateur 24 sur 24 seul toute la journée. Après, je sais pas ce que vous en pensez, Muriel, mais il y a peut-être un équilibre à trouver. Et en fait, quand on est free, ben, ça porte bien son nom. C'est-à-dire que on gère notre temps comme on a envie et en fait, finalement, c'est nos revenus qui drivent un peu. Euh, Rien n'empêche de bosser le matin avec ce que vous venez d'apprendre dans votre formation et de faire du digital et l'après-midi de faire autre chose. Ah, qu'est-ce qui se passe là sur l'écran? Oui, c'est vrai. Ouais, moi aussi. Ah, Je n'entends plus Muriel. Elle va revenir. Hop. En tout cas, elle avait une question, il me semble. Et ouais, ah, Voilà. Muriel, oui, du voilà. coup, Muriel, vous nous disiez. Non, j'ai lu que le logiciel faisait une mise à jour. Oui, c'est ça. C'est Ouais, ça.
Non, non. Ce que je dis, c'est juste, c'est vrai quand on est indépendant, en fait, c'est quand même compliqué parce qu'on se gère soi-même. Et moi, je trouve que la difficulté, c'est d'être en forme le matin et de se dire, on va passer une bonne journée, on va faire le maximum. Et parce qu'on n'a personne autour de nous pour nous booster, on n'a pas de patron à qui on doit rendre des comptes non plus, donc qui nous oblige aussi à avoir un certain timing. Et c'est la liberté, c'est aussi il y a un certain vertige aussi parfois à la liberté. Donc c'est très bien parce on est autonome, on fait comme on veut, mais en même temps, il y a oui, un certain vertige, quoi. Donc c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure, enfin dans les autres sessions, les freelances qui doivent se serrer les coudes, en fait, hein, le syndicat qui a été créé, puis tout ça, ça permet aussi d'être moins seul. Parce que le gros souci d'un entrepreneur quand il est indépendant. C'est comment faire face à son activité, comment la développer, tout en pouvant parler aux autres aussi. Il y a d'autres qui ne sont pas, on parlait de concurrents tout à l'heure, mais il y a d'autres qui ne sont pas, qui peuvent être des alliés, pas les voir comme des concurrents, mais en même temps s'ouvrir aux autres et exposer ses propres problèmes. C'est compliqué parfois, c'est une aventure, mais c'est intéressant. Puis Fabienne, pour aller dans ce sens-là, enfin, j'imagine que vous avez un peu exploré le fonctionnement également des coworking, qui vous permettent certes de travailler sur l'ordi, mais d'être entouré d'autres personnes qui sont un peu dans le même cas que vous. Et, Oui, oui, c'est une éventualité, hein, pour l'instant. mais pour construire en fait le quotidien qui pourrait être intéressant. Moi, disons que moi, c'est pas enfin, gérer, j'ai jamais eu autant de temps, justement, parce que les enfants sont grands, donc je suis libre. C'est pas travailler 14 heures par jour, ça me dérange pas. Donc, c'est pas tellement l'histoire de gérer mon temps plus ou moins bien, m'occuper autre chose. Le fait de rester seul 24 sur 24, je supporte plus, quoi. Bah, à ce moment-là, peut-être que c'est le coworking Mhm. qui peut convenir. Parce que là, on est complètement entouré de gens, et en plus hyper bienveillants souvent, qui partagent le même souhait. C'est-à-dire des gens qui pourraient bosser de chez eux sur un bureau avec une connexion Internet, mais qui ont aussi ce besoin d'être entourés. Et pourquoi pas de créer des synergies sur certains projets. Oui, oui. Et c'est dans les espaces de coworking comme les satellites qu'on peut retrouver ce type de lien. Vous êtes sur quelle ville, Fabienne? Sur Nice. Nice? Bah, Oui. les satellites, c'est très sympa, hein. Ils sont Mhm. avenue Georges Clémenceau. C'est D'accord. central. Et vous avez vu, il y a Nico et Mélo qui Oui, gèrent l'espace et ils sont vraiment très, très bienveillants et très chaleureux. Et la communauté des satellites sont des entrepreneurs qui sont vraiment sympas. Moi, j'en fais partie aussi. Je viens pas souvent, d'accord. on se sent bien là. Et puis, et l'intérêt aussi, c'est de venir aussi pour le déjeuner ensemble, par exemple. Bien sûr. Voilà. Parce que c'est là aussi où on parle d'autre chose que du travail. On noue des relations. Enfin, et c'est important aussi d'être, de se sentir à l'aise. Bien sûr. Et je trouve que moi, je connais pas beaucoup les autres espaces de coworking, mais celui-là, il est sympathique. Ouais. Je ne le connais pas, celui-ci. Enfin, j'en ai entendu parler, puisque l'année dernière, ils étaient présents aussi à la conférence des Indés à Nice, hein. Je pense Oui. que c'est là, oui, donc j'en ai déjà entendu parler. Effectivement, j'envisage, mais là, j'essaie déjà de peaufiner mon projet à fond et qui devrait être, voilà, avant de me lancer déjà, d'aller dans un coworking. Donc, j'ai pas mon statut exact et mon projet très, très, très précis. Voilà. Mais une fois que l'activité est définie, Mhm. n'hésitez pas à passer un coup de fil. On Oui, prendra le temps, on prendra une heure et puis on discutera du bon statut. Mais d'accord. Fabienne, je préciserai aussi que parfois, il ne faut pas attendre d'être prêt pour se lancer et agir. Donc, pour moi, je déconnecterais le fait d'être prête dans votre projet et le fait de venir de temps en temps dans l'espace de coworking. Parce que l'un n'est pas forcément connecté à l'autre. Et venir à l'espace, ça peut aussi vous aider à terminer justement ce projet. Oui, oui, effectivement. Ça peut être une idée, tout à Peut-être fait. vous avez raison, mais ça peut peut-être vous permettre aussi de confronter ce que vous avez construit avec d'autres visions, enfin d'autres entrepreneurs qui ont des visions et des idées. Et aussi rompre un peu ce que vous dites, hein, j'en ai marre de rester
Pour être Je inconvaincu. reste des heures et des heures devant mon ordinateur. Je peux plus, quoi. Je peux plus, hein. Mais je pense que c'est une vraie solution, hein. Je peux plus. Je me suis dit non, c'est pas une activité pour moi qui ai passé des années. En plus, j'ai bossé dans l'événementiel, j'ai bossé dans la pub où je rencontrais des gens sur 10 départements, où je voyais plein de monde, plein d'entreprises dans tous les secteurs. Moi, le digital, c'est bien beau, c'est l'avenir, mais enfin, c'est une tristesse. C'est C'est une tristesse quand il est sans lien. Mais lorsqu'on arrive à trouver un bon équilibre, à ce moment-là, je pense que ça permet oui, d'avancer plus vite, quoi. bien sûr. Mais c'est pour ça que je me pose la question sur. Effectivement, il faut absolument que je sois dans un espace de coworking, que je rencontre du monde. Mais même sur mon activité, enfin, je me pose la question est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Bon, voilà. Mm. C'est pour ça que quand je dis peaufiner, oui, il faut que je mette bout à bout vraiment ce que je sais faire et Ce ce que que j'ai je envie de veux faire. Ouais. faire. Et après, là, effectivement, je vais rencontrer du monde et aller dans un espace de coworking. Mais y aller pour dire, bon, bah, actuellement, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est un peu délicat. J'ai expérimenté tout l'été, hein, j'ai travaillé tout l'été. J'ai travaillé pour des clients amis, on va dire. Donc, j'ai expérimenté un peu la chose et j'ai beaucoup travaillé pour eux. J'aime faire mais je ne vois vraiment pas continuer comme ça. C'est pas possible, quoi. Et j'ai besoin de contact, j'ai besoin de voir du monde tout le temps, j'ai besoin d'aller voir des clients, d'aller voir, voilà, c'est mon truc, ça. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment d'abord de vraiment d'affiner un peu mon projet, mais effectivement, j'irai voir les satellites pour voir comment ça se passe, effectivement. C'est une bonne idée. Est-ce que l'une de vous deux a d'autres questions auxquelles je pourrais répondre? Non, Florent, vous avez dit que vous travaillez beaucoup avec des couveuses, Oui. oui. Et, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle économique? Enfin, parce que, enfin, je me pose parfois des questions, quoi, sur ce type de modèle, sachant que souvent les couveuses sont quand même aidées financièrement, enfin, elles reçoivent des subventions. Mais est-ce que vous pensez que c'est un modèle économique qui est viable, en supposant qu'il y ait... Vous parlez du modèle économique de la couveuse en elle-même? Oui, oui. Ah bah oui, il est viable, hein. Enfin, pour avoir vu les comptes, il n'y a pas tant de subventions que ça. Ah oui. La couveuse en elle-même, enfin là où les couveuses, en tout cas celles sur lesquelles j'ai vu les comptes, sont à l'équilibre, payent leurs salariés et aident les gens, enfin accompagnent les personnes en tout cas. Donc oui, c'est viable. Mais il n'y a pas tant de subventions que ça. D'accord. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Alors Oui. qu'il y a un réel besoin d'accompagnement sur la partie création d'entreprise, ça c'est indéniable. Mais par contre, ouais, enfin, que ce soit les pépinières, enfin, les pépinières sauvent beaucoup, et les couveuses aussi ont quasiment pas de subvention. Donc en fait, leur modèle économique est proche de celui d'une coopérative, hein. Et ces derniers doivent bien vivre aussi. Moi, je le trouve. Enfin, il est viable, mais il faut pas chômer. En fait, moi, je le trouve plutôt sain dans le sens où la couveuse gagne de l'argent lorsque les personnes qui sont couvées gagnent de l'argent. Donc, Oui. entre guillemets, si les personnes qui sont couvées sont bien accompagnées, elles devraient gagner de l'argent. Mhm. Mm. Ça, je trouve ça sain. Après, non, elles ne vivent pas sur les subventions. C'était la D'accord. question. Pour avoir vu l'intérieur des comptes, non, Oui. elles ne vivent pas sur Oui. les subventions. D'accord. Oui, je croyais qu'elle recevait quand même des subventions et donc Un ça, peu, mais ça fausse un peu la concurrence. Oui. non, enfin, entre vous et moi, vraiment pas beaucoup. D'accord. Oui. Est-ce que, enfin, la subvention répond aussi à un besoin de service public. C'est-à-dire que dans les couveuses, on a pas mal de personnes qui viennent vraiment tester un projet et qui finalement se rendent compte au bout de 6-8 mois que l'idée n'est pas bonne, l'idée n'est pas viable et qui retournent vers le salariat. Mhm. Si ces personnes-là s'étaient lancées à leur compte toutes seules, peut-être qu'elles s'en seraient pas rendues compte tout de suite, peut-être qu'elles auraient
enfin, avec des scies, on ne mettrait pas rien en bouteille, mais je pense que ça permet de se confronter plus rapidement au marché et à moindre coût et à moindre risque, du coup. Ça, c'est pas mal. Avec des conseils autour et des différents intervenants. C'est vrai. Donc, il y a quelque chose de très sain. Après, je suis d'accord avec vous que les structures sursubventionnées, bon, bah, enfin, économiquement, c'est pas viable. Et les couveuses, en tout cas pour celles avec lesquelles je peux travailler, je trouve le modèle économique viable. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'elle pourrait, ou en tout cas elle tendrait à pouvoir fonctionner sans subvention. D'accord. Mais quelle est la différence énorme entre votre coopérative, Muriel, et une couveuse? En fait, sur la partie contrat cap, on est pareil. Sauf que la couveuse, c'est une association 1901. D'accord. Alors que la coopérative, c'est une société commerciale, on est une SCOP, SAS. D'accord. Donc, ça crée quand même des obligations différentes parce qu'en tant que SCOP, on a, par exemple, on est sur une liste ministérielle des SCOP, on a une révision coopérative tous les ans. Enfin, c'est tout un autre mode de fonctionnement, en fait. D'accord. Et puis, donc la couveuse, comme l'a dit Florent, au bout de 3 ans, c'est le délai maximum des contrats CAP. Il faut que la personne en CAP quitte la couveuse et trouve une solution. Donc, soit elle arrête, ou soit elle crée sa société, selon son souhait. Alors que dans la coopérative, la personne peut continuer en étant salariée. Et elle peut d'ailleurs être salariée tout de suite. Oui. Elle peut commencer tout de suite en étant salariée aussi, hein, dans la coopérative. Et voilà. Mais les coopératives, normalement, c'est un peu moins subventionné que les couveuses. Parce que... Après, c'est pas une honte, hein, là-dessus. Non, non, je dis pas ça, mais c'est un peu, c'est une aide aussi quand même pour payer les factures. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, mesdames, du coup, moi, je vais vous laisser. On va aller voir le mot de la fin d'ici 5 minutes. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci Oui. à vous. J'espère que j'ai pu vous aider et que les histoires des entrepreneurs là, que j'ai citées vous ont un petit peu inspiré. Ce sont de belles histoires. C'est des boîtes qui réussissent aujourd'hui donc, merci. et qui ont vraiment utilisé le statut différemment. Mais oui. C'est vrai. Pardon. Non, Fabienne, vas-y. Non, je voulais savoir, pour retrouver vos coordonnées, je le retrouverai sur les... Ah, ben je vais vous les mettre en chat. Oui, voilà. Je vous retrouverai sur le chat. D'accord. Je vous les mets sur le chat. Ok. Bonne journée à toutes les deux. Merci. Merci encore. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.